Dans cette vidéo, on va parler du système respiratoire. Donc, le système respiratoire, c'est le système qui va assurer les échanges gazeux avec le milieu extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, les échanges gazeux? Bien, on sait que nos cellules utilisent l'oxygène pour pouvoir faire de l'énergie à travers un processus qu'on appelle de la respiration cellulaire. Donc, les cellules ont besoin d'oxygène, ce qui veut dire qu'on a besoin de faire rentrer de l'oxygène dans notre corps pour qu'il soit distribué à travers le système circulatoire jusqu'à toutes les cellules de notre corps pour qu'elles aient de l'oxygène pour faire de l'énergie. Le processus de la respiration cellulaire, qui fait de l'énergie, relâche aussi du dioxyde de carbone. L'équation de cette réaction de respiration cellulaire, c'est du glucose, C6H12O6, plus 6 oxygène, vont donner 6 CO2, plus 6 molécules d'eau, plus de l'énergie. Ça veut dire qu'on a besoin d'une façon de faire rentrer l'oxygène dans notre corps et on a besoin d'une façon de faire sortir le dioxyde de carbone de notre corps. Parce que le dioxyde de carbone, s'il s'accumule dans notre corps, il va avoir des conséquences négatives, il va rendre le sang plus acide, ce qui peut éventuellement être dangereux pour nous et causer la mort. Par contre, on a aussi besoin d'oxygène. Si l'oxygène n'entre pas dans notre corps et ne va pas jusqu'à nos cellules pour faire cette réaction, on ne pourra pas produire de l'énergie pour faire fonctionner nos cellules et sans énergie, nos cellules vont mourir et si nos cellules meurent, nos tissus vont mourir, nos organes vont arrêter de fonctionner et on va mourir. Donc, naturellement, c'est un processus qui est très important où on a besoin de faire ces échanges gazeux, donc entrée de l'oxygène et sortie du CO2. Entre le milieu extérieur, parce que c'est dans le milieu extérieur, donc dans les gaz de l'atmosphère que l'on respire, que l'on trouve l'oxygène et c'est en expirant qu'on relâche le CO2 dans l'atmosphère aussi. Ça nous permet donc d'obtenir de l'oxygène et de faire l'oxygénation du sang et l'élimination du dioxyde de carbone. Donc, oxygénation du sang, élimination du dioxyde de carbone. Pour que le système respiratoire puisse obtenir ou faire des échanges gazeux, il doit avoir une relation très étroite avec le système circulatoire. Parce que pour que nos cellules aient de l'oxygène, il faut que l'oxygène rentre dans notre corps par le système respiratoire, se rende dans nos globules rouges de notre système circulatoire, circule à travers le corps pour donner l'oxygène aux cellules qui en ont besoin et le système circulatoire, les globules rouges vont, après avoir donné l'oxygène, peuvent prendre le dioxyde de carbone et se rendre jusqu'au poumon où on a notre système respiratoire pour que le dioxyde de carbone puisse être expiré à l'extérieur du corps. Maintenant, voici les différentes parties de ton système respiratoire. Maintenant, il y a la bouche qui peut faire partie de ça aussi, mais on va concentrer sur la cavité nasale, parce que la bouche, on pourrait peut-être aussi l'associer au système digestif. Donc, la cavité nasale, c'est ce qu'on retrouve où les conduits qui partent du nez pour se rendre dans le reste de notre système respiratoire. Ensuite, si on respire par le nez, l'air passe par les cavités nasales, donc entre ici, et c'est de l'air qui est riche en oxygène, rentre ensuite dans le larynx, donc dans le pharynx plutôt, et ensuite dans le larynx. Donc, ça serait cavité nasale, pharynx, larynx. L'épiglotte, c'est ce qui empêche la nourriture de passer dans le système respiratoire quand on avale. Donc, ça l'empêche de passer dans le larynx. L'air dans le larynx descend jusque dans la trachée et va se diviser dans les deux bronches des deux poumons. Donc, on a des bronches. Ces bronches, qui sont des conduits dans les poumons qui sont un petit peu plus épais, se ramifient et deviennent plus petits pour donner ce qu'on appelle des bronchioles ou des bronchioles. Donc, c'est des petits conduits, donc ils deviennent de plus en plus petits, qui, eux, se terminent en ce qu'on appelle des alvéoles. Donc, ici, on ne les a pas notés, mais à la fin de tes bronchioles, tu as des alvéoles. Et c'est dans les alvéoles que tu as l'échange gazeux qui va se faire, où tu as l'oxygène qui va être rentré dans ton sang, et c'est là où, des alvéoles, le dioxyde de carbone part du sang pour faire le trajet inverse. Donc, lors de l'expiration, ça commence dans les alvéoles, ça va dans les bronchioles,
ça va dans les bronches, ensuite dans la trachée, ensuite dans le larynx, le pharynx, et ça peut ressortir du nez et donc faire ressortir le CO2 dans cette direction-ci. Pour pouvoir permettre donc de respirer, tu as besoin d'avoir tous ces conduits-là qui sont libres et qui ne sont pas bloqués. Tu as besoin de poumons, donc tu as 2 poumons, parce que c'est dans les poumons qu'on va avoir nos alvéoles. Et tu dois aussi avoir ce qu'on appelle un diaphragme, qui est un muscle que l'on retrouve en dessous de tes poumons et qui permet d'inspirer et d'expirer. Ce qui n'est pas noté ici aussi, c'est que tu as une cage thoracique qui protège tes poumons et tu as aussi des muscles de ta cage thoracique qu'on appelle des muscles intercostaux qui, eux aussi, sont importants pour pouvoir permettre l'inspiration et l'expiration qui permet le processus de la respiration. Donc, la respiration, c'est le processus qui permet de faire entrer l'air dans les poumons et faire sortir le dioxyde de carbone. Ça se produit grâce à des muscles, comme par exemple les muscles entre les côtes, qu'on appelle des muscles intercostaux, qui, eux, permettent à la cage thoracique de prendre de l'expansion et devenir plus gros, et ensuite de se contracter quand ces muscles se contractent. Et tu as aussi besoin de ton diaphragme, qui, lui, est situé en dessous des poumons et qui peut se contracter et se relâcher pour permettre la respiration. Ici, je vais mettre un lien sur le Classroom à cette vidéo-là qui montre les étapes de la respiration à l'aide d'un petit vidéo qui vous l'explique. Mais si on regarde à l'aide de ce schéma-là, comment est-ce qu'on peut faire la respiration et comment tous ces muscles-là permettent d'y arriver. Donc, lorsque tu fais l'inspiration, donc tu fais rentrer l'air dans tes poumons, l'air est capable de rentrer dans tes poumons à cause du fait que tu as plusieurs processus qui vont se passer en même temps. Premièrement, tu vas avoir la contraction du diaphragme. Quand le diaphragme se contracte, il va s'abaisser, il va devenir plus bas, donc il va descendre, ce qui va augmenter le volume ici. Il va aussi y avoir tes muscles intercostaux, donc les muscles entre tes côtes de ta cage thoracique, qui, eux, vont se dilater. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se laisser aller. Ce qui veut dire qu'ils vont être capables de devenir plus gros. En devenant plus gros, ça augmente le volume de ta cage thoracique, ce qui va augmenter le volume de tes poumons. En augmentant le volume de tes poumons, ça va tirer l'air à l'intérieur de tes poumons. Donc, le fait de baisser ton diaphragme par sa contraction, le fait de rendre plus grand ou plus dilaté ou plus décontracté tes muscles de ta cage thoracique, dont tes muscles intercostaux, rend ta cage thoracique plus grande, ce qui augmente le volume interne, qui tire l'air. Quand tu expires, c'est un processus passif, parce que dans le fond, tout se relâche, sauf tes muscles intercostaux. Donc, quand tu vas expirer, ton diaphragme se relâche. En se relâchant, il devient plus élevé. Il s'élève dans ton abdomen, ce qui fait que le volume ici devient plus petit qu'avant. Donc, remarquez qu'ici, il y a une plus petite distance que quand c'était ici, quand c'était contracté. Parce que le diaphragme a remonté en se relâchant. Tes muscles intercostaux se contractent, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent les unes des autres. En se rapprochant les unes des autres par la contraction, ça fait en sorte que le volume dans tes poumons diminue. En diminuant le volume dans tes poumons, ça permet de pousser l'air à l'extérieur de tes poumons. Donc, c'est comme si tu avais une seringue que tu pousses dessus. En réduisant le volume à l'intérieur de ta seringue, ça fait sortir l'air qui est à l'intérieur. Ici, c'est une vidéo que je vous suggère d'écouter qui montre à l'aide de ce montage relativement simple comment est-ce que le diaphragme, en se contractant et en se relâchant, permet de gonfler les poumons juste avec le simple contraction, donc dans cette direction-ci, et relâchement dans cette direction-là. Vous allez voir dans cette vidéo que lorsque le diaphragme se contracte et s'abaisse, le ballon va se gonfler d'air parce que l'air va rentrer par ici. Et quand il relâche le diaphragme et qu'il revient à sa position initiale,
le ballon redevient dégonflé et l'air peut sortir de cet appareil. Donc, je vous suggère d'écouter la vidéo parce que ça montre vraiment le rôle du diaphragme et de sa contraction et de son relâchement pour permettre de gonfler les poumons lors de la respiration et pour permettre de faire rentrer et sortir l'air de tes poumons. Lorsque l'air rentre dans tes poumons à travers tous les conduits pour se rendre dans les alvéoles, c'est dans les alvéoles que vont se faire les échanges gazeux. C'est-à-dire des alvéoles, c'est comme des petits sacs qui, eux, vont être tapissés de vaisseaux sanguins, de petits capillaires, parce qu'on veut qu'il y ait un échange entre le système respiratoire et le système circulatoire, parce que c'est les globules rouges du sang qui vont transporter l'oxygène et le CO2. Donc, le sang artériel qui va partir du cœur, parce que rappelez-vous que artère et veine, ça dépend de quelle direction par rapport au cœur. Donc, le sang qui sort du cœur et une veine, c'est le sang qui s'en va vers le cœur. Ici, puisque c'est pour faire des échanges gazeux, c'est le sang qui vient du cœur pour être oxygéné après avoir passé par le ventricule droit. Donc, il est sorti du ventricule droit pour se rendre jusqu'au poumon. Ce sang-là est pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone. Et donc, c'est à cause du fait qu'ils sont proches des alvéoles que le dioxyde de carbone va sortir du sang et l'air qui est dans l'alvéole va rentrer dans le sang pour que le sang qui sort de cette alvéole soit un sang qui est riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone, qui peut ensuite retourner au cœur, rentrer dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche, et être expulsé par l'aorte vers les autres organes du corps pour que l'oxygène se rende aux organes du corps. Donc, c'est ici qu'il y a les échanges gazeux dans les alvéoles, aux extrémités des bronchioles ou des bronchioles. Je ne suis pas trop sûre comment le prononcer pour être honnête. Et faire en sorte que tu as maintenant du sang oxygéné, riche en oxygène et pauvre en dioxyde de carbone qui se rend jusqu'à tes organes. La raison pour laquelle on peut avoir des échanges gazeux, c'est que les alvéoles sont très, très minces. Ils ont une paroi très, très fine. Et c'est fait d'une seule couche de cellules épithéliales. Et ça fait que c'est plus facile pour que les gaz puissent s'échanger entre les capillaires qui entourent les alvéoles qu'à d'autres endroits de ton système respiratoire. C'est des petits sacs très fragiles avec une paroi très fragile, faits de tissu épithélial. Ce tissu épithélial va se retrouver à avoir aussi des cils et va être capable de produire du mucus. Et ça, c'est quelque chose qui se produit en temps normal. Tu veux avoir des cils et du mucus parce que les cils vont agir comme un balai pour balayer l'intérieur de tes poumons et faire sortir de la poussière ou des substances qui peut être rentrées dans tes poumons quand tu as fait l'inspiration. C'est-à-dire que tes cils vont balayer dans cette direction-là pour permettre de faire sortir qu'est-ce qui serait rentré dans tes poumons lorsque tu as inspiré et que tu ne veux pas avoir dans tes poumons. Donc ça va être à l'aide des cils. Mais tu vas aussi avoir du mucus qui va être produit par ces cellules-là parce que c'est plus facile d'attraper de la poussière, des virus ou des bactéries dans du mucus et de balayer le mucus vers l'extérieur pour que nous, on puisse tousser et faire sortir ce mucus-là avec les substances à l'intérieur qui ne sont pas voulues et qui peuvent causer des problèmes et des dommages aux poumons et à l'intérieur des poumons et aux alvéoles et qui peuvent causer des infections bactériennes ou virales qui peuvent causer la toux et peut-être d'autres complications beaucoup plus graves. C'est-à-dire que tu as un mécanisme qui permet de nettoyer l'intérieur de ton système respiratoire parce que les cellules épithéliales à l'intérieur de ton système respiratoire ont des cils et produisent du mucus. Quand tu es malade, comme par exemple si tu as une grippe ou une toux et tu tousses beaucoup et que c'est une toux grasse avec beaucoup de mucus, c'est parce que tes cellules épithéliales produisent plus de mucus parce qu'ils détectent la présence de bactéries et ils veulent vraiment s'en débarrasser. Plus que le mucus est produit, plus que les bactéries et les virus peuvent être piégés dans le mucus et plus que le mucus peut sortir de ton corps quand tu tousses, ce qui est supposé de t'aider à surmonter la maladie. Naturellement, des fois, il peut y avoir des complications par rapport à ça.
Ce qui me mène à parler d'une maladie qui n'est pas virale ou bactérienne. L'asthme, par exemple, c'est une réaction que certaines personnes peuvent avoir à des allergies, par exemple. Et ce qui arrive avec l'asthme, c'est que c'est une maladie chronique des voies respiratoires qui, elle, va causer l'inflammation des bronches. Donc ça serait une bronche normale qui n'est pas inflammée, qui n'est pas épaisse, où là, tu as l'air qui rentre et qui sort facilement, donc comme ça devrait l'être dans tes bronches normales. Mais une personne qui va souffrir d'asthme, dans certaines situations, ses bronches vont s'enflammer, inflammer, donc vont devenir plus épaisses, il va avoir une réponse inflammatoire. Et ça va faire que le conduit qui permet de faire entrer et sortir l'air devient de plus en plus petit, ce qui veut dire que ça va être de plus en plus difficile pour la personne de respirer, donc inspirer et expirer. Et il va aussi avoir une surproduction de mucus qui peut se faire et qui va faire en sorte que, en plus d'avoir des voies respiratoires où le conduit est plus petit, maintenant il y a beaucoup plus de mucus, donc la personne va tousser beaucoup, en plus d'avoir de la difficulté à respirer à cause de cette réponse inflammatoire-là. Ça peut causer des conséquences graves si les voies respiratoires sont bloquées complètement. Et c'est pour ça qu'une personne qui va souffrir d'asthme va généralement avoir un médicament qui lui est prescrit, qu'il ou elle vont être capables de prendre dans le cas d'une crise d'asthme pour ouvrir les voies respiratoires, donc réduire l'inflammation, réouvrir le passage et aussi faire que le mucus arrête d'être produit en grande quantité pendant cette réponse inflammatoire. L'asthme peut être déclenché par plein de choses. Ça peut être déclenché par des allergies, donc des allergies alimentaires ou des allergies environnementales comme le chat ou le chien. Mais ça peut être aussi causé par le froid ou le sport ou l'augmentation de l'activité physique. Mais certaines personnes vont souffrir de ça. Je vous suggère maintenant d'écouter une vidéo qui est relativement courte, pas très long, qui parle du système respiratoire et qui montre, dans le fond, le trajet de l'air en rentrant et en sortant des poumons et qui parle aussi des échanges gazeux. Donc, je vais mettre aussi ce lien-là sur le Classroom pour que vous puissiez l'écouter en même temps. Je vous encourage aussi à faire le devoir numéro 8 qui a en lien avec le système respiratoire.